Ma mère a découvert combien je gagne, alors elle s'est pointée avec mon frère gâté et a exigé que je lui donne. Je m'appelle Julia Foster et, à 32 ans, je me suis construit une vie dont je suis fier. Je suis analyste de données à Orlando, en Floride, et je gravis les échelons dans une grande entreprise technologique, gagnant plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'est bien loin de mon enfance, où mon monde s'est écroulé quand j'avais 9 ans. Ma mère nous a quittés, mon père et moi, après leur divorce, nous laissant nous débrouiller seuls. J'ai travaillé dur, je me suis battu pour chaque opportunité et je pensais avoir laissé cette douleur derrière moi. Mais un soir d'automne, tout a changé. Un coup à la porte de mon appartement a fait ressurgir mon passé. Ma mère avait découvert combien je gagnais, et elle s'est présentée avec mon demi-frère gâté en exigeant que je lui donne une fortune. Leurs mots m'ont frappé comme un coup de poing, audacieux, et honté et suintant le sentiment que tout leur était dû. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une trahison qui m'a profondément blessé. Jusqu'où irait-il pour obtenir ce qu'il voulait? Et quel secret cachait-il? J'étais sur le point de le découvrir, et cela allait mettre à l'épreuve tout ce que je pensais savoir sur la famille. Si vous avez déjà été confronté à une trahison familiale, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Cela compte beaucoup pour moi de vous lire. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de drames de la vie réelle. Je n'aurais jamais pensé que ma mère me retrouverait à cause de l'argent que je gagne. Ayant grandi dans l'Ohio, ma vie a changé pour toujours à l'âge de 9 ans. Ma mère, Mary Stone, nous a quittés, mon père, David Foster, et moi, après la dissolution de leur mariage. Elle était devenue distante, toujours distraite, jusqu'à ce qu'un soir, elle attrape une valise et parte sans un mot. Papa m'a dit plus tard qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme, quelqu'un qui lui avait promis un avenir meilleur. Le divorce fut rapide, nous laissant avec une petite maison et une montagne de factures. Maman n'est pas seulement partie. Elle a disparu, commençant une nouvelle vie à l'autre bout de l'État. Des années plus tard, j'ai appris qu'elle avait eu mon demi-frère, Caleb Grant, avec son nouveau mari. Elle n'a jamais appelé, jamais rendu visite, envoyant seulement une carte d'anniversaire annuelle avec quelques mots froids qui piquaient plus qu'ils ne réconfortaient. Papa a tout donné pour nous maintenir à flot. Il tenait un petit restaurant, un boui-boui, servant des petits déjeuners et des hamburgers, travaillant de l'aube à minuit. Il retournait des crêpes, frottait les comptoirs et encaissait les clients, ses mains rugueuses par des heures interminables. Le restaurant était à peine rentable, certains jours il ramenait moins de $50 après les dépenses. Le loyer était toujours en retard et le frigo était souvent vide. Papa cachait son inquiétude, mais je la voyais dans ses épaules voûtées, la façon dont il soupirait devant les factures impayées. Il rentrait épuisé, mais prenait quand même le temps de me demander comment s'était passée ma journée, sa voix chaleureuse malgré la tension. À 13 ans, je ne supportais plus de le voir se débattre seul. J'ai commencé à faire du babysitting pour les voisins, restant éveillé tard pour garder leurs enfants tout en étudiant à la lampe de poche. Bientôt, j'ai pris plus de responsabilités, remplir les étagères dans une épicerie du coin, nettoyer des maisons après l'école, et même livrer des journaux avant l'aube. Chaque dollar que je gagnais allait à papa pour les courses ou la facture d'électricité. Il protestait, disant que je devais être une enfant, pas un soutien de famille, mais j'insistais. C'était ma façon de me battre contre le vide que maman avait laissé. Je cachais ma propre fatigue, faisant semblant que tout allait bien quand mes mains me faisaient mal à force de frotter les sols ou que mes jambes me brûlaient après avoir parcouru des kilomètres à vélo avec des journaux. L'école était ma bouée de sauvetage. Je restais tard pour le club de maths, me plongeant dans les équations pour noyer ma peine. Papa s'asseyait avec moi à notre table de cuisine usée, m'aidant avec mes devoirs quand il n'était pas à moitié endormi. Il disait que je pouvais tout faire, que j'étais plus forte que nos circonstances. Ces mots me faisaient tenir, même quand je doutais de moi. Mais l'absence de maman était une douleur constante. Je fixais ces vieilles photos, me demandant pourquoi je n'avais pas été suffisante pour qu'elle reste. Ces questions ont creusé un trou en moi, que j'ai enfoui sous le travail et les études. Au lycée, j'avais appris à ne compter que sur moi-même. J'ai économisé chaque centime, étudié plus dur et juré de ne jamais avoir besoin de quelqu'un comme j'avais eu besoin d'elle. Papa était mon ancre, mais je savais qu'il ne pourrait pas nous porter éternellement. Je devais construire mon propre chemin, et je l'ai fait, une étape épuisante à la fois. Pourtant, le poids de ces premières années ne m'a jamais complètement quitté. J'ai appris très tôt à me débrouiller seul, mais le passé me hantait toujours. Au lycée, je savais que mon issue passait par l'éducation.
Je me suis plongé dans les études, veillant tard pour maîtriser le calcul et réussir chaque examen. Mon conseiller d'orientation a vu ma détermination et m'a orienté vers des bourses. À 17 ans, j'ai obtenu une bourse complète pour une université d'État en analyse de données, un domaine qui correspondait à mon amour pour les schémas et les réponses. Cette bourse était mon évasion, une chance de réécrire mon avenir. Mais même avec les frais de scolarité couverts, j'étais seul pour tout le reste, les livres, le loyer, les repas. Il n'y avait pas de filet de sécurité, juste moi et ma détermination. Pour survivre, j'ai cumulé plusieurs emplois. J'étais serveuse dans un restaurant du campus, esquivant le café renversé tout en mémorisant des extraits de code. Les week-ends, j'étais assistante de bureau dans un petit cabinet d'avocats, triant des dossiers et répondant aux appels. Tard le soir, je nettoyais des bureaux, essuyant les surfaces jusqu'à ce que mes bras me brûlent. Mon emploi du temps était implacable, levé à 5 heures du matin, couché après minuit, calculant toujours combien d'heures je devais travailler pour couvrir les factures du mois suivant. Chaque dollar allait à l'essentiel, avec une petite partie mise de côté pour les urgences. J'ai surmonté l'épuisement, animé par la promesse que je m'étais faite de ne pas laisser mon passé me définir. L'université a été une épreuve, mais elle m'a façonné. J'ai suivi des cours supplémentaires, rejoint des clubs de sciences des données et décroché un stage d'été dans une start-up technologique. Le travail était intense, à analyser des chiffres pendant des heures, mais il a affiné mes compétences. À la fin de mes études, j'avais un diplôme, une pile de récompenses et une offre d'emploi d'une entreprise technologique à Orlando, en Floride. Déménager là-bas, c'était comme entrer dans un nouveau monde. La scène technologique effervescente d'Orlando m'a offert un nouveau départ. J'ai commencé comme analyste junior, me consacrant entièrement à mon travail. En 5 ans, j'ai atteint un poste de senior, dirigeant des projets et gagnant un salaire qui semblait irréel par rapport à mon enfance. Avec mon succès, je n'ai jamais oublié papa. Il avait tout sacrifié, dirigeant ce restaurant jour et nuit pour nous faire vivre. Une fois que mes revenus se sont stabilisés, j'ai commencé à lui envoyer $500 par mois. Ce n'était pas beaucoup au début, mais cela l'a aidé à rembourser les dettes du restaurant et à réparer son toit qui fuyait. Plus tard, j'ai couvert les réparations de sa voiture et même envoyé un supplément pour un nouveau réfrigérateur quand le sien est tombé en panne. Il protestait, disant qu'il ne voulait pas de mon argent, mais j'insistais. C'était ma façon de le remercier, d'alléger le fardeau qu'il avait porté seul pendant si longtemps. Chaque fois que nous parlions, sa voix se brisait de fierté, me disant que j'étais sa plus grande réussite. Ces moments comptaient plus que n'importe quelle promotion. Maman, cependant, c'était une autre histoire. Sa carte d'anniversaire annuelle arrivait toujours, chacune un rappel froid de son absence. Joyeux anniversaire. J'espère que tu vas bien, écrivait-elle, ses mots secs et creux. Pas d'appel, pas de visite, juste ces cartes qui s'empilaient dans un tiroir. Elle ravivait de vieilles douleurs, des questions que j'avais essayé d'enterrer. Pourquoi m'avait-elle abandonné? Pourquoi ne se souciait-elle pas de moi? Je refoulais ces pensées, me concentrant sur mon travail et le soutien discret de papa. Mais la blessure persistait. Ma vie à Orlando était celle que j'avais construite à partir de rien. J'ai acheté un appartement moderne en centre-ville, je l'ai rempli de choses qui me donnaient l'impression d'être chez moi. Mes collègues me respectaient et j'ai trouvé des amis qui sont devenus ma famille de cœur. Je pensais avoir fermé la porte sur mon passé, avoir prouvé que je n'avais pas besoin de maman. Mais certaines blessures ne guérissent jamais, peu importe jusqu'où vous montez. Je pensais avoir laissé le passé derrière moi, jusqu'à un soir d'automne. Un soir d'automne, un coup sec à la porte de mon appartement m'a tiré de ma routine. J'ai ouvert pour trouver ma mère debout là, son sourire large mais inconnu, avec mon demi-frère Caleb affalé à côté d'elle. Cela faisait plus de 2 décennies que je n'avais pas vu son visage, et cette vision m'a frappé comme une vague, un mélange de choc et de douleur. Elle s'est avancée, les bras ouverts comme si nous ne nous étions jamais quittés. Sa voix dégoulinait d'une chaleur qui semblait répéter. « Julia, ma douce fille, ça fait si longtemps », dit-elle en me prenant dans une étreinte que je n'ai pas rendue. Caleb a à peine levé les yeux, son regard fixé sur son téléphone, marmonnant un salut à contre-cœur. Nous nous sommes assis dans mon salon, l'espace que j'avais fait mien, mais leur présence le rendait étranger. Les yeux de maman parcouraient la pièce, s'attardant sur les meubles élégants, la vue sur la ligne d'horizon d'Orlando à travers mes fenêtres. Elle a commencé par des banalités, comment je lui avais manqué. Comme elle était fière, mais ses mots sonnaient creux, comme les répliques d'un scénario.
puis elle en est venue au fait. J'ai entendu dire que tu réussissais si bien, dit-elle, son ton changeant. Un gros poste. Un bon salaire. Elle se pencha plus près, son sourire se crispant. Caleb commence bientôt l'université. Ses frais de scolarité s'élèvent à 60 000 $, et nous avons besoin de ton aide. Juste un petit soutien, peut-être 3 000 $ par mois pour nous maintenir à flot. Je me suis figé, ces mots s'imprégnant en moi. 60 000 $, 3 000 $ par mois. Les chiffres étaient stupéfiants, mais c'est son sentiment désinvolte que tout lui était dû qui m'a le plus piqué. Caleb a finalement levé les yeux en souriant d'un air suffisant. Bel endroit, mais c'est un peu petit pour quelqu'un qui gagne autant que toi, dit-il, son ton dégoulinant de dédain. Il s'est étalé sur mon canapé, posant ses baskets sur la table basse comme s'il était chez lui. Tu pourrais faire mieux, ajouta-t-il en faisant défiler à nouveau son téléphone. Son arrogance, sa chaleur calculée, c'en était trop. Mon estomac s'est noué d'un mélange de colère et d'incrédulité. Ce n'était pas des retrouvailles. C'était une transaction. J'ai essayé de traiter leur demande. Maman a continué, brossant un tableau de difficultés, disant qu'elle et Caleb s'en sortaient à peine. Sa voix était douce, presque suppliante, mais ses yeux étaient vifs, observant chacune de mes réactions. Elle a de nouveau mentionné mon travail, laissant tomber des allusions sur mon salaire comme si elle avait fait ses devoirs. « Tu as tellement de choses maintenant, Julia, dit-elle. La famille s'entraide, n'est-ce pas ?» Le mot « famille » m'a frappé comme une gifle. Où était-elle quand papa et moi nous débrouillions à peine? Quand je travaillais la nuit pour payer les courses. Une partie de moi voulait la croire, voir cela comme une chance de réparer les choses. J'avais passé des années à me demander ce que ce serait de la retrouver, de l'entendre expliquer pourquoi elle était partie. C'était peut-être ça, une chance de reconstruire. Mais le doute me rongeait. Son apparition soudaine, son obsession pour mes revenus. Cela semblait trop opportun. L'attitude de Caleb n'a pas aidé. Il a interrompu son histoire larmoyante pour se plaindre de son dortoir minable, disant qu'il méritait une meilleure voiture pour s'intégrer à l'université. Son sentiment que tout lui était dû était un miroir du sien, et cela me donnait la chair de poule. J'ai gardé ma voix stable, demandant comment il m'avait trouvé. Maman a balayé la question d'un geste, disant qu'elle avait entendu des choses par de vieux amis. Son imprécision a déclenché des alarmes dans ma tête. Je leur ai dit que j'aurais besoin de temps pour réfléchir, que 60 000 $ n'était pas quelque chose que je pouvais simplement donner. Le sourire de maman a vacillé, et Caleb a ricané, marmonnant quelque chose sur le fait que j'étais avare. Ils sont partis peu après, maman promettant d'appeler, son étreinte s'attardant un peu trop longtemps. J'ai fermé la porte, mon cœur battant la chamade, tiraillé entre la colère et une lueur d'espoir. Je me détestais de ressentir cela. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de ma mère. J'ai accepté de rencontrer maman et Caleb dans un café animé d'Orlando, espérant obtenir des éclaircissements après leur visite à mon appartement. L'endroit était bondé, le bourdonnement des conversations se mêlant au tintement des tasses à café. Je les ai repérés à une table d'angle. Maman avec son sourire étudié. Caleb affalé avec son téléphone à la main. Mon estomac s'est noué alors que je m'asseyais, leur présence me ramenant à un passé que j'avais lutté pour laisser derrière moi. Je voulais des réponses, peut-être même une vraie connexion, mais leurs yeux me disaient qu'il ne s'agissait pas de famille. Maman a commencé d'un ton doux, ses mots dégoulinant d'une fausse chaleur. « Julia, tu m'as tellement manqué, dit-elle en tendant la main vers la mienne. » J'ai reculé, gardant mes distances. Elle s'est lancée dans une histoire expliquant pourquoi elle avait été absente toutes ces années, sa voix tremblant juste assez pour paraître sincère. « Ton père m'a rendu impossible de rester en contact, a-t-elle affirmé, ses yeux grands ouverts d'une tristesse feinte. Il m'a exclu. Il t'a gardé loin de moi. J'ai essayé, Julia. Vraiment. Ces mensonges m'ont frappé durement, tordant la vérité que je ne connaissais que trop bien. Papa l'avait supplié d'appeler, de venir nous voir, mais elle avait choisi sa nouvelle vie plutôt que nous. La trahison me piquait plus fort maintenant que lorsque j'étais enfant. Je suis restée silencieuse, la laissant parler. Elle s'est dépeinte comme une victime, disant qu'elle avait eu du mal depuis le divorce, joignant à peine les deux bouts. L'avenir de Caleb est en jeu, dit-elle, son ton devenant urgent. Nous avons besoin de ton aide pour qu'il puisse aller à l'université. Avant que je puisse répondre, Caleb est intervenu, sa voix suffisante. Ouais,
J'ai besoin d'une voiture pour me déplacer sur le campus, dit-il, sans même lever les yeux. Quelque chose de bien, comme une Mustang. Et un nouveau téléphone. Celui-ci est nul. Ses exigences étaient absurdes. Une voiture à 30 000 $ et un téléphone à 1 000 $. Comme si je lui devais un style de vie que je n'avais jamais eu. J'ai serré ma tasse de café, la colère montant. Vous demandez une voiture et un téléphone en plus des 60 000 $, dis-je, ma voix calme mais tranchante. Caleb a levé les yeux au ciel. Tu es riche, Julia. C'est quoi le problème, a-t-il lancé, jetant son téléphone sur la table. Maman est intervenue, son ton suppliant maintenant. Nous sommes une famille, Julia. Tu as tellement de choses maintenant. Ne peux-tu pas partager un peu? Ces mots faisaient écho à sa visite à l'appartement, mais maintenant il semblait plus désespéré, plus calculé. J'ai vu clair dans son jeu, la façon dont elle s'appuyait sur la famille pour me culpabiliser et me faire donner. J'ai pris une profonde inspiration, mon esprit tournant à toute vitesse. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, dis-je, ma voix ferme. Papa et moi n'avions rien après ton départ. Je ne suis pas une banque. Le visage de maman s'est durci. Son masque est tombé. Tu es si égoïste, a-t-elle craché. Je t'ai donné la vie et c'est comme ça que tu me rembourses. Son accusation m'a profondément blessé, ravivant de vieilles blessures, mais je ne la laisserai pas me manipuler. Caleb a ricané, marmonnant, on aurait dû s'en douter que tu serais comme ça. Papa avait raison à ton sujet. Ces mots étaient une pique, insinuant que le mari de maman lui avait rempli la tête de mensonges sur moi. La dispute a rapidement dégénéré. Maman a élevé la voix, me reprochant son absence. Si tu avais pris contact, les choses auraient pu être différentes, dit-elle, ses yeux brillants de colère. J'ai rétorqué, tu es parti quand j'avais 9 ans. Tu envoyais des cartes, pas des appels. Ne me rejette pas la faute. Mon cœur battait la chamade, des années de douleur se déversant. Caleb s'est interposé, criant que j'étais trop bien pour eux, que je leur devais pour tout ce qu'ils avaient enduré. Le café est devenu silencieux, les regards se tournant vers nous, mais je m'en fichais. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. J'en ai fini ici, dis-je, ma voix tremblant de rage. Je ne vous dois rien. Maman a attrapé mon bras, sa poigne serrée. Tu le regretteras, Julia, siffla-t-elle, son visage tordu par la frustration. Je me suis dégagé, sortant sans regarder en arrière, leur voix s'estompant derrière moi. Ma poitrine me faisait mal d'un mélange de fureur et de chagrin. J'avais voulu croire que maman aurait pu changer, mais elle était la même, m'utilisant comme elle avait utilisé papa. Le sentiment que tout lui était dû de Caleb ne faisait qu'empirer les choses. Je suis rentré chez moi, mais il n'en avait pas encore fini. Cet après-midi-là, la sonnerie de mon interphone m'a tiré d'une tentative agitée de travailler. J'ai ouvert la porte pour trouver à nouveau maman et Caleb là, sans y être invité. Le sourire de maman était plus crispé qu'auparavant, ses yeux s'agitaient nerveusement. Caleb s'appuyait contre le mur, faisant défiler son téléphone, son expression ennuyée mais pleine d'attente. Mon pouls s'est accéléré après notre dispute au café. Je ne m'attendais pas à les revoir si tôt. Nous voulons juste parler, a dit maman, sa voix trop douce, mais j'ai senti un frisson. Je les ai laissés entrer contre mon meilleur jugement, espérant éviter une autre scène. Ils se sont assis sur mon canapé, maman serrant son sac à main. Caleb s'est étalé comme s'il était chez lui. Je suis resté près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, les observant attentivement. Maman a commencé par des banalités, posant des questions sur mon travail, mais ces questions étaient trop directes. Combien je gagnais, comment je gérais mon argent. Puis elle a changé de sujet, son ton devenant sec. Tu réussis si bien, Julia, dit-elle. Pourquoi ne peux-tu pas nous aider? Caleb mérite une chance. Caleb a hoché la tête en marmonnant, ouais, ce n'est pas comme si tu étais fauché. Leur insistance ressemblait à un piège, et j'ai gardé mes réponses vagues, mon malaise grandissant. Je me suis éloigné pour prendre de l'eau, les laissant brièvement. Quand je suis revenu, Caleb était à mon bureau, l'écran de mon ordinateur portable brillant. Mon cœur s'est serré. Il cliquait dans mon navigateur, mon application bancaire était ouverte. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je lancé en me précipitant vers lui. Caleb a haussé les épaules, imperturbable. « Je jette juste un œil, dit-il en souriant d'un air suffisant.
Maman est intervenue, sa voix défensive. Nous étions juste curieux, Julia. Tu as tellement de choses. Pourquoi le cacher? Ces mots ont confirmé mes pires craintes. Ils en avaient après mes comptes. J'ai arraché l'ordinateur portable, mes mains tremblant. Tu ne touches pas à mes affaires, dis-je, ma voix basse mais ferme. J'ai vérifié l'écran. Mon tableau de bord financier avait été ouvert. Des tentatives de connexion enregistrées. Mon esprit s'est tourné vers papa. Maman avait mentionné avoir entendu des choses sur mes revenus. Et maintenant ça. J'ai ouvert mes emails, le cœur battant, et j'ai vu un message transféré du compte de papa détaillant mon emploi et mon salaire, envoyé à l'adresse de maman. Elle avait piraté son email, utilisé sa confiance pour fouiller dans ma vie. La trahison m'a frappé comme un coup de poing. Pas seulement pour moi, mais pour papa, qui n'avait jamais trahi sa confiance. Tu as piraté l'email de papa, ai-je exigé en me tournant vers maman. Son visage a pâli, mais elle n'a pas nié. Au lieu de cela, elle s'est déchaînée. Ton père est un raté, Julia, a-t-elle craché, dirigeant ce restaurant pathétique, t'entraînant dans sa chute. Je devais savoir comment tu avais si bien réussi. Ces mots étaient du venin, s'attaquant à l'homme qui m'avait élevé seul. Caleb a ricané, ajoutant « Ouais, c'est un loser. Tu vaux mieux que ça. » Leur cruauté a allumé quelque chose en moi. Je me suis avancé vers eux, ma voix stable malgré ma rage. « Sortez ou j'appelle la police », dis-je en brandissant mon téléphone. Les yeux de maman se sont écarquillés, son sang-froid se fissurant. « Tu appellerais les flics sur ta propre mère », siffla-t-elle en se levant. Caleb a ricané, jetant son téléphone sur le canapé. « Calme-toi. Ce n'est pas si grave, dit-il, mais sa voix vacillait. Je n'ai pas reculé. Vous avez piraté l'email de papa et essayé d'accéder à mes comptes. C'est assez grave, dis-je en composant le 911, mais sans encore appuyer sur appeler. Maman a attrapé le bras de Caleb, le tirant vers la porte. Tu fais une erreur, Julia, a-t-elle prévenu, sa voix froide. Nous n'en avons pas fini. Ils sont sortis en trombe, laissant l'air lourd de tension. J'ai verrouillé la porte, mes mains tremblant toujours, et je me suis assise devant mon ordinateur portable. Les journaux l'ont confirmé. Plusieurs tentatives de connexion infructueuses. Un onglet de navigateur ouvert sur la page de réinitialisation du mot de passe de ma banque. Ma formation en analyse de données m'avait rendu méticuleuse. Je savais qu'il cherchait des détails financiers. Le piratage de l'email de papa par maman n'était pas seulement une violation. C'était la preuve qu'elle ne s'était jamais souciée de nous, seulement de ce qu'elle pouvait prendre. Le poids de ses actions s'est abattu sur moi, un mélange de fureur et de trahison. Je devais savoir jusqu'où elle était allée. J'ai appelé mon père pour vérifier la vérité. Juste après leur visite, j'ai composé le numéro de papa, mes mains tremblant encore de l'intrusion de maman. Quand il a répondu, sa voix était chaleureuse mais fatiguée, et je détestais ajouter à ses fardeaux. Je lui ai parlé du piratage de son email par maman, de ses mensonges sur le fait qu'il l'avait tenu à l'écart, et de leur tentative d'accéder à mes comptes. Elle a menti sur toi, papa, dis-je, ma voix tendue par la colère. Il a soupiré, pas surpris. C'est tout Marie, dit-il doucement. Elle a toujours déformé les choses à son avantage. Il a confirmé que son email avait été compromis. Quelqu'un avait changé son mot de passe des semaines auparavant. J'étais anéanti d'apprendre comment elle avait de nouveau violé sa confiance, mais cela a renforcé ma détermination à nous protéger tous les deux. J'ai contacté mon avocat, Mark Sullivan, le lendemain. Mark était vif, méthodique et ne mâchait pas ses mots. C'est grave, Julia, dit-il en examinant mes preuves, des captures d'écran des tentatives de connexion, l'email transféré du compte de papa. Nous avons demandé une ordonnance restrictive au tribunal d'Orlando, citant l'accès non autorisé de maman et la complicité de Caleb. Le processus a été éprouvant, avec de la paperasse et des audiences, mais Mark m'a guidé. En quelques semaines, le tribunal a accordé une ordonnance restrictive permanente contre maman et Caleb, leur interdisant de me contacter ou de s'approcher de mon domicile. La décision du juge a été comme un poids en moins, un bouclier juridique contre leur manigance. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification de ma banque. Quelqu'un avait tenté de transférer $10 000 de mon épargne, déclenchant un blocage par authentification à 2 facteurs. Je savais que c'était maman, qui continuait de chercher malgré l'ordonnance.
Mes comptes étaient bien verrouillés grâce à la sécurité que j'avais mise en place en tant qu'analyste de données. Son échec m'a procuré une sombre satisfaction, mais il m'a aussi laissé vide. Elle ne cherchait pas seulement de l'argent, elle voulait défaire tout ce que j'avais construit. J'ai signalé la tentative à Marc, qui a déposé un suivi auprès du tribunal, s'assurant que maman ferait face à des conséquences si elle réessayait. 1 an plus tard, ma vie avait changé. La nouvelle des agissements de maman s'est répandue dans son cercle. Tante Ruth Stone, la sœur aînée de maman, m'a contacté, la voix lourde de regret. Marie est comme ça depuis que nous sommes enfants. A dit tante Ruth, partageant des histoires sur les manipulations de maman, comment elle avait menti à la famille, emprunté de l'argent qu'elle n'avait jamais remboursé. L'honnêteté de Ruth m'a aidé à voir que la trahison de maman n'était pas personnelle. C'était sa nature. Pendant ce temps, maman et Caleb ont brûlé les ponts. Amis et parents, fatigués de leurs mensonges, leur ont tourné le dos. Ils ont déménagé dans une ville plus petite, leur cercle social se réduisant à néant, une conséquence appropriée pour leur cupidité. J'ai commencé à voir le docteur Helen Brox, une thérapeute recommandée par une collègue. Le docteur Brox était patiente, m'aidant à déballer le traumatisme de l'abandon de maman et de ses actions récentes. Vous avez porté ces choix trop longtemps, a-t-elle dit lors d'une séance, sa voix calme mais ferme. Au fil de mois de travail, j'ai appris à lâcher la culpabilité que j'avais ressentie de ne pas avoir été suffisante pour maman. J'ai réalisé que son absence était son échec, pas le mien. Ces séances m'ont apporté de la clarté, un moyen de guérir sans la laisser me définir. Inspiré par mon propre parcours, j'ai fondé une petite association caritative à Orlando, canalisant une partie de mes revenus pour soutenir les enfants de familles en difficulté. Le fonds offrait des bourses et du mentorat, des choses dont j'avais rêvé en grandissant. Le lancer, c'était comme redonner à la fille que j'avais été, celle qui se débrouillait dans l'Ohio. Mon amie Cara, une travailleuse sociale, m'a aidé à le mettre en place. Son enthousiasme était contagieux. Nina, une autre analyste, a conçu le site web, et Ryan, mon voisin, a fait passer le mot dans son réseau communautaire. Leur soutien m'a rappelé que je n'étais pas seul. À travers tout cela, papa a été mon ancre. Je l'accueillais souvent dans mon appartement, le regardant s'illuminer devant la vie que je m'étais construite. Mes amis, Cara, Nina et Ryan, sont devenus ma famille de cœur, des personnes qui étaient là sans rien attendre en retour. Ils ont célébré mes victoires, m'ont écouté quand je faiblissais et m'ont rappelé à quoi ressemblait l'amour. Un soir, en dînant avec eux, j'ai réalisé quelque chose, j'avais papa et c'était suffisant. La famille, ce n'est pas le sang. Ce sont les gens qui vous choisissent, qui vous respectent, qui restent. À tous ceux qui écoutent mon histoire, merci de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous montre que la famille est ce que vous en faites, pas ce dans quoi vous êtes né. Choisissez des gens qui vous élèvent, qui voient votre valeur. J'aimerais connaître vos pensées. Que signifie la famille pour vous? S'il vous plaît, partagez ci-dessous et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires comme la mienne.